Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, un monde absolument, totalement écologique où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, où l'homme est entièrement pacifié, il ne représente plus du tout de danger pour lui-même et ni pour ses congénères. Donc un monde en paix, dans la sérénité, dans la plénitude. Voilà. Et ça, c'est pour dans quelques siècles. Hein. Voilà, ce type d'évolution. Alors je reprends là où j'ai été interrompu tout à l'heure, l'écoute sur France Culture d'un épisode où François Châtelet parle de la raison, l'histoire de la raison. C'est l'épisode 3 et je relance l'écoute et puis je commente et disons que je m'appuie sur ces audios qui sont superbes avec François Châtelet a une façon d'expliquer les choses qui est très très agréable à entendre. Et puis je fais quelques commentaires en lien avec l'évolution de l'humanité et avec mon site, la mécanique universelle. Donc on relance. Si l'on examine avec précision la structure d'un dialogue platonicien, on s'aperçoit que ce sont de remarquables monuments pédagogiques. On parle du logos, là. Les questions liminaires étant posées et les premières réponses fournies, celui qui représente Platon dans le dialogue, qui est en général Socrate, le plus souvent c'est le nom de Socrate que Platon utilise pour s'exprimer. C'est très intéressant d'ailleurs à réfléchir. En interrogeant chacun de ceux avec qui il parle, il s'attache à vérifier du fait que tout le monde est bien d'accord. Et ainsi, on progresse très lentement. Je dirais que ce n'est pas un procédé chez Platon, car quelquefois surgissent des oppositions dont on a le sentiment que Platon, écrivain, ne les avait pas prévues. Un peu, si vous voulez, comme il arrive que dans les romans, un des personnages échappe au romancier et vive un peu de sa vie indépendante. Eh bien... Mais je pense que c'est la création, elle est comme ça. Et Platon, c'était un créatif, c'est inouï la façon dont il écrit. Donc il y a une sorte de création spontanée. Et ça, c'est voilà, c'est la façon dont je procède, dont la mécanique universelle est née. D'abord, elle est née comme ça, que des intuitions, des questions qui m'ont suggéré d'autres questions. J'étais obligé d'y répondre, trouver d'autres questions. Et en fait, tout le site, maintenant, il y a plus de 1000 pages, eh ben, il s'est construit comme ça, d'interrogation en interrogation. Et voilà. Et puis, par exemple, à l'écoute de ces podcasts-là, que j'ai pas écouté, que je découvre en même temps que je commente, eh ben, c'est des commentaires spontanés. Et je pense que Platon, une partie devait être comme ça, une partie devait être travaillée, réfléchie, etc. Mais il y a des parties d'impulsion, parce qu'en plus, voilà, c'est les cerveaux en efflorescence, en effervescence, mais en efflorescence qui oblige à penser comme ça. Donc je pense qu'il était dans cette manière, dans les dialogues platoniciens, même dans la République, qui est le dialogue peut-être le mieux méprisé, on a le sentiment que de temps à autre, Platon, se prenant au jeu, laisse en quelque sorte parler un des interlocuteurs qui brusquement se met à contester la position que lui, Platon, par la bouche de Socrate, la position que Platon avait prise. Ça, c'est sa technique. Et de proche en proche, on a le sentiment que le sujet s'épuise,
que le discours se construit. Et on le sent en lisant Platon. Lorsque tous les interlocuteurs sont d'accord pour dire qu'on est arrivé à répondre à la question qui était posée au début. Voilà. Alors, il y a cette façon de... qu'est-ce que je voulais dire? De construire l'humanité se construit grâce à ce type de réflexion, c'est-à-dire chacun vient avec ses opinions, on les confronte, donc il y a des sortes de disputations et dans une grande partie et des religions, parce que c'est par exemple ce qui se passe dans le judaïsme, il y a des idées qui se confrontent, etc. Il faut amener, on le retrouve dans le bouddhisme où les moines apportent un argument, l'autre, etc. Et ça fait des controverses pour atteindre une sorte de vérité. On le retrouve à tous les niveaux et ça peut être ces controverses par des gens qui ne se connaissent pas forcément. Sur le travail de Spinoza, Spinoza critique certains autres philosophes, d'autres philosophes vont critiquer Spinoza, et au final, c'est ce qui fait évoluer la pensée, c'est ce qui a amené l'humanité à ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est magnifique, en fait, d'avoir ce mécanisme à l'intérieur de soi pour progresser. Et on le retrouve à tous les niveaux. Dans les scientifiques écrivent sur des journaux scientifiques, se lisent entre eux, ça se stimule, etc. Et ça, c'est l'idéal. Sur la justice, lorsqu'on s'interroge sur la piété, lorsqu'on s'interroge sur le plaisir, on renvoie à la conduite, on renvoie au comportement des individus et aussi au comportement de la collectivité. Ce discours platonicien, Aristote va l'appeler une sophia, une sagesse. Et celui qui le tient, Platon lui-même, va l'appeler un philosophos, celui qui, de toutes ses forces, tend amoureusement vers la constitution de cette sagesse. Complètement. Or, dans le mot sophia, que l'on traduit par sagesse, il y a deux dimensions. Il y a une dimension théorique et une dimension pratique. La dimension théorique, c'est précisément ce discours qui provoque l'accord, qui provoque l'assentiment de tous ceux qui l'entendent. Mais il a une dimension pratique. Cet assentiment signifie aussi que l'on est d'accord pour se comporter selon les prescriptions qui auront été définies par ce discours. La sagesse, c'est aussi une manière de se conduire. C'est tout autant une manière de penser qu'une manière de se conduire, et plus nettement encore, c'est une façon d'apparier sa pensée et sa conduite. D'ailleurs, le but platonicien était de former des hommes de pouvoir, c'est-à-dire des hommes qui, connaissant ce qui provoque l'assentiment des uns et des autres, permet de construire une politique qui, en fin de compte, recevra l'assentiment des uns et des autres et qui, du coup, fera cesser la guerre à l'intérieur des cités, la guerre civile, et la guerre entre les cités, la guerre entre les Grecs.
C'est pourquoi, en politique, si on n'a pas, dans une démocratie, si on n'est pas à 50%, on devrait être écarté du système. À partir du moment où on est en dessous de 50%, ça pose un problème. Par exemple, là, les médias, actuellement, sont à 25% ou 23% de crédibilité. Dans une véritable démocratie, ceux qui parlent dans les médias, donc les journalistes qui sont là, devraient être écartés ou devraient être sommés d'atteindre au minimum 50% pour que ça puisse faire consensus, pour qu'ils servent réellement la totalité du groupe, parce qu'en fait, c'est le groupe qui est important. Et pareil à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité, le libéralisme qui s'est imposé, là, devrait au moins convenir à 50% de la population de l'humanité. Et si on devrait pouvoir voter pour ça, on y arrivera un jour ou l'autre, hein. L'humanité entière votera pour l'humanité. Elle choisira le modèle d'évolution qu'elle décide, etc., etc. Mais cet assentiment, il est fondamental. Ainsi donc, l'enjeu est considérable. Et cet enjeu, en fin de compte, c'est cet espoir du philosophe de construire une manière de tribunal pacifique qui serait capable d'élaborer le discours d'ensemble qui juge tous les discours et qui, en même temps, soit juge de toutes les pratiques, de toutes les conduites. Mais à la limite, le juge, le philosophe n'aurait pas à juger, à mon sens. Le consensus se fait tout seul. C'est l'ensemble humain qui dit, voilà, la solution, c'est celle-ci qui fait le plus de consensus, c'est celle qu'on est en train d'élaborer. Alors évidemment, ça peut fonctionner dans une société qui n'est pas manipulée, qui n'est pas, parce que là, par exemple, si on pose la question, est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort, ou je ne sais pas, est-ce qu'il faut chasser tel ou tel groupe humain du pays, eh ben, on va se retrouver avec plus de 50% bientôt de oui, et donc, parce que le peuple n'est pas informé correctement, il est manipulé. Donc, la première des choses pour atteindre une démocratie viable, c'est de sortir de la manipulation, que chaque être humain soit complètement conscient de ce qu'il va dire, de la position qu'il va prendre dans la société, et pas influencé par un groupe qui lui aura fait un bourrage de crâne, un système, etc. L'épreuve à laquelle le fait est soumis, l'épreuve de la signification, c'est aussi la construction du concept. Car le concept, c'est tout simplement, au fond, la structure mentale qui accompagne le développement du discours. Le concept n'a pas d'autre sens que ce développement discursif. Le concept de le triangle, c'est cela qui figure d'une manière précise comme pivot de tel énoncé de type mathématique. Le concept de justice, c'est cette structure qui est présente dans le développement d'un discours sur la bonne organisation de la société. Ça, c'est très important. Il faudra attendre la philosophie moderne pour que, dans la notion de concept, entre l'idée de représentation abstraite. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Mais
en fait, cette représentation, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que le triangle, il y a différentes formes de triangle, mais il y a une sorte de triangle absolu. Et là, ça donne de la crédibilité à la pensée de Platon d'un monde de l'esprit où il y aurait l'absolu des choses, en somme. Ce pourrait être d'ailleurs le quatrième sens du mot logos. C'est d'ailleurs, je crois bien, ainsi qu'il arrive à Aristote de l'employer. Les traducteurs actuels d'Aristote, lorsqu'ils sont embarrassés pour traduire ce texte extraordinairement dense qu'est celui d'Aristote, utilisent le mot concept quand ils rencontrent le mot logos. Je voudrais insister sur l'enjeu. Car si ce tribunal existe, il faut bien voir qu'il est redoutable. Qu'il juge les autres discours passe encore. Qu'il juge les conduites, voilà qui devient plus grave et qui va faire l'objet d'interrogations multiples par la suite à l'intérieur de la philosophie et aussi à l'extérieur de la philosophie, du côté de ceux qui vont contester la philosophie. Et il y en a eu dans l'histoire de la pensée. Car enfin, juger des conduites, c'est bien se donner la possibilité de dire en toute certitude et en quelque manière sans appel qui est fou et qui est criminel. Je n'en dis pas plus long pour l'instant. Oui. Est-ce que c'est pas en ce sens que la volonté philosophique pourrait être à la fois exorbitante et dangereuse? Mais avant d'en venir là, il faut marquer... On va arrêter là. Voilà, parce que ça a l'air d'être un autre concept et ça rentrera dans le cadre d'une autre vidéo que je vais faire tout de suite derrière. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Alors c'est un peu assuré malheureusement parce que dès que je laisse un peu de temps et que je m'occupe d'autre chose, je perds un peu pied. C'est dommage, il faudrait que je fasse de la philosophie 20 heures sur 24 à peu près, ou 18 heures sur 24, chose qui va un jour finir par arriver, mais et pour ne pas perdre le fil. Voilà, en tout cas, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ben, je le rabâche toujours, mais vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité va vers sa perfection. À très bientôt. Merci, au revoir.